Salut à tous, épisode 4 avec les Phoenix Suns, avec la question évidemment, que peut donner cette saison régulière pour cette équipe que j'avais un petit peu renforcée notamment au niveau du banc, mais sinon en gardant vraiment la structure de l'équipe qu'on connaît, hein, de l'équipe de 2020-2021, avec Devin Booker qui joue beaucoup, qui marque beaucoup, qui a des pourcentages qui sont très corrects, qui est soulagé aussi à de nombreux moments au scoring et surtout à la création. Bref, on connaît le contexte des Suns, qui sont une équipe honnêtement très intéressante, qui est au-delà des 50% de victoire dans la réalité, hein, sur cette saison qu'on vit actuellement. Alors moi je suis sur la saison d'après là, mais honnêtement, c'est pas surprenant de voir une équipe qui quand même fait de belles choses par moment, même si aussi elle a des petits trous d'air à d'autres moments. Cameron Johnson, j'en ai fait mon titulaire au poste 4 en cette deuxième saison de partie. Michael Bridges est peut-être sous-exploité offensivement, mais en même temps son overall n'est pas à la hauteur en fait de ce qu'il aurait pu montrer là en début de saison réelle. Donc c'est sûr que quand vous démarrez une partie, fatalement, vous jouez avec les notes de départ à un moment T, hein, c'est ça NBA 2K, il réactualise les notes, etc. Donc un mois ou deux plus tard, forcément, vous n'avez pas les mêmes points de départ pour certains joueurs. Après, avec les progressions, ça peut s'équilibrer. On s'aperçoit que Jay Crowder a un excellent plus-minus, donc ça vient confirmer le fait que Crowder est un élément qui est quand même vital. Moi, je fais sortir du banc en cette deuxième année. Je fais sortir du banc, sauf peut-être si l'opposition est vraiment très forte au poste 4 et qu'il faut une intensité physique importante, on verra en playoff. Mais il sort du banc au même titre que J.J. Redick ou que Cam Reddish pour essayer d'apporter en fait, de l'énergie en sortie de banc pour essayer d'avoir finalement un niveau un peu constant au fur et à mesure d'une partie. Jalen Suggs et ne pas être impacté par les stars qui se reposent. Hein. Jalen Suggs, c'est mon rookie. Alors bon, c'est qu'on parle de ce type comme un potentiel très haut drafté IRL en 2021. On verra bien ce que ça peut donner, mais ce qui est clair, c'est que moi, j'ai préféré aller comme ça, doubler le poste de meneur avec un jeune à développer, en me disant que l'intérieur était bien fourni. Et sur les postes d'arrière et l'ailier, finalement, c'est là que je suis allé faire la petite compensation par des trades ou par le recrutement à la free agency. Donc voilà, on avait joué 5 matchs jusqu'alors, et ces 5 matchs avaient été heureux pour les Suns, parfois avec des scores un peu serrés. Je me souviens, il y avait au moins une prolongation dans le lot. Et là, on rend visite à une équipe qui est en déconfiture. C'est l'occasion d'établir un mini parallèle avec ce que peuvent vivre les Mavs dans la réalité. Alors quand je parle le 4 février, la nuit précédente, enfin les Mavs ont arraché un match après une série, je crois, de 6 défaites ou quelque chose comme ça. Ça va pas bien du côté de Dallas. Certains ont des hypothèses. Moi, je vous donnerai mon avis juste après. Donc, j'entendais Jacques Monclar qui estime que Porzingis n'a pas sa place attitrée et ne joue peut-être pas au poste qu'il faudrait. Moi, je parlerai aussi des blessures de certains joueurs. C'est que par exemple, quand Dwight Powell est là, honnêtement, il fait du bien au niveau de l'impact. Là, on arrive à tuer une possession adverse, voilà, par une bonne défense. Après, c'est vrai que la contre-attaque peut assez tranquillement exploser avec CP3 dans le corner. Donc, ça, c'est les contre-attaques modèle by 2K. Mais en même temps, quand on la regarde vraiment, c'est pas quelque chose qui serait inenvisageable dans la réalité. Mais c'est clair que le déficit de puissance... Ah, joli Doncic. C'est un début de match où Doncic répond très bien à nos attaquants. Quand on voit... Ouais, très belle défense également. Aussi, c'était Cam Reddish sur... je crois que c'était Hardaway. Donc, il y a clairement un déficit de puissance pour Porzingis à l'intérieur. Est-ce que finalement, Porzingis, à l'image de ce qu'on a vu pendant ses 3 premières années en NBA à New York,
ne serait pas mieux à être utilisé en poste 4. Parce que il a une relative mobilité, je trouve, au poste 4, qui fait qu'on n'est pas obligé de le verrouiller comme un 5. Alors je sais que si on veut élargir les défenses, finalement, c'est la mode de faire shooter tout le monde, y compris les intérieurs, de faire shooter tout le monde à 3 points. Pas moi qui dirais le contraire avec cette équipe des Suns où je me régale à base de pick and pop ici sur cette action achevée assez positivement par Cam Johnson. Mais donc évidemment, moi j'ai le modèle là où tout le monde shoot effectivement à 3 points dans cette équipe. Mais on a d'autres modèles parfois et c'est aussi sympa. Les Raptors aussi shootent tous à 3 points. En revanche, au Thunder, qui marche pas forcément moins bien, au contraire, j'ai quelques types, genre Dwight Howard ou le petit Azubuike, la ex-Utah Jazz dans la partie, ben, ils shootent pas. Ils shootent pas à l'extérieur. Et est-ce que ça en fait une équipe qui est vraiment handicapée? Ben non, parce qu'il y a aussi pas mal de monde. Donc, je suis pas persuadé que pour les Mavs, vous voyez, le petit 8 sur 14 à 3 points, je crois que c'est mon record. À ce stade-là, le petit 57% sur un échantillon de 14 shoots, franchement, ça prouve qu'en fait, c'est en train de venir l'histoire. Ça aura mis du temps, mais la régularité à 3 points est en train de venir. Alors, pas à chaque match, je vous rassure, mais shooting chart quand même qui est pas dégueu par rapport à ce que j'avais pu vous montrer 1 ou 2 mois en arrière. Mavs, pour moi, clairement, ils ont intérêt à tenter de resituer Porzingis poste 4. En tout cas, c'est ce que je ferais. Et essayer de faire l'acquisition d'un intérieur qui puisse apporter, je dirais, une vraie dissuasion, mais aussi beaucoup de rebonds, peut-être des écrans encore mieux posés. Doncic aurait besoin d'avoir un big man comme ça dedans. Voilà, c'est mon modeste avis, parce qu'il me semble que de toute façon, il faut que ce soit Doncic qui ait la balle, donc ça ne sert à rien d'aller recruter un meneur, ball handler, vous savez, qui a un gros taux d'utilisation. En revanche, avoir bricolé après sur les ailes avec des types qui sont plus ou moins dans le rôle de 3&D, quelque chose qui paraît envisageable en NBA, on en trouve quand même des 3&D. En revanche, le big man qui va nous faire passer comme ça un cap, c'est pas forcément ce que Dallas possède, en tout cas surtout en l'absence de Dwight Powell. Donc voilà mon petit raisonnement. Après, je pense que c'est aussi une affaire d'envie, parce que j'ai vu Dallas beaucoup se faire bouffer au rebond dans pas mal de matchs récemment. Et on sait que le rebond, ça se joue quand même sur les hormones. Donc à partir de là, tiens, ici c'est rigolo, le coast to coast de DeMarcus Cousins avec les Rockets. Bon voilà, fin du monologue sur Dallas. Mais ça me rend quand même un peu tristouné de voir ce qui se passe pour cette équipe. De la même manière, je suis assez triste de voir ce qui se passe pour Miami, qui est vraiment dans un moment où il souffre terriblement. Alors j'ose espérer que ça va revenir, mais c'est quand même bien douloureux de les voir comme ça. On s'attache à ces équipes et puis surtout on a envie de les voir performer dignement. Là, ce fut un chemin de une petite promenade, un chemin de santé là pour nos Suns face à Houston. Houston, autour de Ladipo, Wall et Christian Wood, mais il n'y a pas grand chose à opposer, que ce soit même sur la dissuasion, même sur les postes externes, il y a une domination extrême de nos shooters ou de nos créateurs, donc c'est pas très difficile de taper ces Rockets là. Dans ce contexte-là, on voit d'ailleurs qu'il y a eu très très peu de Rockets qui ont réussi à contribuer, alors qu'en face, évidemment, le chantier était signé, notamment DeAndre Ayton. Alors, après, on aura donc une phase où je vais beaucoup avancer. Avec comme ça une petite mauvaise nouvelle, je dirais, pour démarrer. Alors, c'est pas non plus la fin du monde, parce que Devin Booker, c'est bien aussi de se retrouver à devoir composer. Alors, moi, quand même, avec cette légère blessure qui est la sienne, je lui réduis juste ses minutes. Je continue à le faire jouer dans la mesure où il peut,
La série est pas mauvaise, on est sur 14-2. C'est quand même un excellent début à ce stade-là. On voit qu'on se tire la bourre avec les Pelicans et le Thunder. Bon, petite blessure de Devin Booker n'est pas très très impactante, surtout quand en fait il conserve 27 minutes de temps de jeu. Donc le début est vraiment bon. Hein. Sur les 21 premiers matchs, ça se passe très bien. Vous allez me dire, oui, mais tu avais joué et gagné 7 matchs, je crois, d'entrée. Ouais, c'est sûr. Mais même sans cela, ça ferait 10-4. Donc ça prouve que en simu, ça se passe assez correctement. Puis on va, comme ça, donc essayer d'avancer. Alors là, par contre, mauvais moment, là, le 23 janvier, que cette tendinite au coude droit pour Cam Reddish, puisque du coup, on va devoir se débrouiller sans Reddish. Alors, on peut renforcer les minutes allouées aux uns ou aux autres. Puis j'ai choisi aussi, quand même, il est là, c'est pas non plus pour faire semblant. Alors, je donne un peu plus de minutes à Crowder, notamment, mais donner aussi quelques minutes à E'Twaun Moore, qui peut jouer 2 et 3, il n'y a pas de scandale. Après, c'est pas la même contribution, E'Twaun Moore et Cam Reddish, mais c'est pas grave, on s'en sortira. Chet Holmgren, c'est le gros favori pour être first pick et choix numéro 1 du premier tour sur l'année 2022. Il existe, ce joueur. Si vous le connaissez pas, vous tapez Chet Holmgren, je peux vous dire que vous allez tomber sur des descriptifs qui évoquent une espèce de régénération d'un Kevin Durant à 2m13, s'il vous plaît. On est sur du all-time. Alors, moi, je continue à scouter, mais après, forcément, je scoute pas très très haut parce que il y aura pas matière avec les Suns Bon, a priori, en plus, le tour de draft, le premier tour, on l'a pas. Parce que je l'avais échangé. Normal, il fallait aussi sacrifier des pièces, je dirais, hein, à un moment ou à un autre, pour pouvoir avoir certains joueurs. Donc le premier tour, je ne l'ai pas. Après, on ne peut pas exclure qu'un premier tour nous revienne par un trade. Donc c'est quand même pour ça que je scoute. Mais je pense pas que j'aurai un top pick 2022 là, dans cette partie avec mon équipe. Donc ça sert à rien d'aller chercher trop haut. Mais enfin, en tout cas, je sais que ce Holmgren, c'est quand même quelque chose. Ça, on le verra dans 2 ou 3 épisodes. Qui est-ce qui va réussir à arracher Holmgren aux autres franchises? Parce que ça peut être la base d'une sacrée construction d'équipe. Donc j'espère que ça tombera sur une équipe qui est un peu aux fraises, histoire de donner encore un peu plus de piment à la partie. Donc voilà, après, on a le job de scouting. Moi, je fais comme tout le monde, hein, je scoute, je scoute les types en me basant sur mes performances du moment. Quand on est à 36 et 10, clairement, c'est pas la peine d'aller scouter trop haut, quoi. Hein. Encore une fois, en plus, on n'a pas le tour, mais ça, c'est plus par réflexe, je dirais 36 et 10, je scoute les places jusqu'à 30, entre 20 et 30, quoi. Parce qu'on se doute bien de quel type de choix on peut avoir, si on en a un. Tout va bien, Chris Paul est un peu fatigué, Crowder joue un peu blessé à ce stade-là, E'Twaun Moore a toujours ses petites minutes, Cam Reddish va revenir incessamment sous peu, et puis on continue, voilà, 37 et 10, une entente d'équipe qui est satisfaisante à 71%. Pour l'instant, premier de l'Ouest, j'attendais pas forcément à être premier de l'Ouest après 47 matchs, mais la Simu a décidé de cela. On aperçoit le Thunder, mais normalement, vous vous en doutez si vous avez regardé mon épisode précédent, que le Thunder faisait une sacrée saison. Par contre, ce qu'on ne savait pas vraiment, c'était quelles étaient les équipes autour. On voit que les Pelicans sont de sérieux clients. Le 31 mars, on aperçoit une date limite là. C'est la date limite pour les transferts, pour les trades. Donc, est-ce qu'on change quelque chose sur ces Suns-là dans une telle saison? Réponse, bien évidemment non. On a envie de voir ce que ça peut donner en l'état, même si on nous propose des petites choses, mais en fait, non. Mais moi-même, E'Twaun Moore, je ne l'ai pas signé pour l'échanger, hein. Je conserve. Donc ça continue, voilà. Allez, on va avancer. Chris Paul est quelqu'un à qui il faut faire attention, parce qu'une blessure de Chris Paul serait une sacrée mauvaise nouvelle en vérité. Donc
aucun risque pris avec CP3. Du coup, c'est Jalen Suggs qui démarre. C'est aussi sympa de lui filer des minutes et de pouvoir voir si les performances de l'équipe sont impactées ou pas. Comme, le petit Joseph, là, je le conserve. C'est quand même un vétéran. Il approche des 30 ans. Je le conserve plutôt en troisième position, poste de meneur. On s'aperçoit qu'il y a quand même un événement, c'est Devin Booker qui est starter au All-Star Game. Donc ça, c'est quand même un gros moment. Et de l'autre côté, dans l'équipe LeBron, c'est DeAndre Ayton qui se retrouve dans les remplaçants. Donc avoir 2 All-Stars à Phoenix, vous me direz, c'est comme l'année précédente avec Paul et Booker. Ouais, mais c'est quand même pour DeAndre Ayton une vraie nouveauté. 22,8 points et 16 rebonds pour ce jeune intérieur qui honnêtement progresse super bien. Bon, la saison se passe vraiment très très bien. Là, on est à 41. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas trader. Après, on a le All-Star Weekend 42 à présent et quelques victoires d'avance. Donc, ça se passe très très bien. Tiens, les Lakers ont mis le nez à la fenêtre pour essayer de venir contester la 3e place ou mieux aux Pelicans. Les Lakers sont bons dans la partie. Ils sont autour de LeBron James, autour de Anthony Davis. Donc, déjà, quand on a ces deux-là, on ne peut pas être mauvais. Maintenant, après, c'est sûr que l'environnement autour, forcément, ira de moins bon en moins bon au fur et à mesure des années, parce que quand vous avez 85 millions quasiment qui sont pris pour 2 joueurs, 80-85, fatalement, il ne vous reste pas la place pour payer énormément, surtout que Kuzma et Caldwell Pope ont des contrats qu'ils méritent, mais en tout cas qui viennent consommer l'argent restant. Donc, pas évident pour les Lakers au final, même si ils ont des possibilités de domination à court terme, mais en fait, après, à long terme, ça peut être un super projet d'essayer de reconstruire les Lakers au bout de 3, 4 ou 5 ans dans une partie. Voilà, on a retrouvé Cam Reddish, je me dirais enfin, qui aura vraiment manqué longtemps et qui aura d'ailleurs perdu 1 point en overall à cette occasion. Et puis on va ensuite pouvoir avancer. Je jouerai encore un match, mais pas tout de suite. Donc les transferts prennent fin, il n'y a pas de souci. On accepte ça sans le moindre problème. Non, on ne veut pas faire d'offres. On continue. Le All-Star Game est passé. Bon, je vous ai montré les All-Stars, donc on ne revient pas sur la question. 41 et 14, il y avait un petit peu de défaite. Quand le fond d'image change, ça veut dire que j'ai joué un autre jour. C'est parce qu'en fait, j'ai pas le temps de tout faire d'un seul coup. Donc là, on s'aperçoit qu'on est au coude à coude quand même avant la dernière ligne droite après All-Star Game. Coude à coude avec le Thunder. Donc il semblerait que les choses se rééquilibrent. Ouais, parce qu'il y avait eu quelques petites défaites là pour ces Suns. Alors on continue un peu à superviser des candidats au cas où. Je perçois que, je vous le dirai après, mais la draft va s'avérer en fait très très faible, cette draft-là, hormis peut-être une dizaine de joueurs qui peuvent être intéressants, et ça va s'avérer d'une faiblesse infinie. Donc heureusement que je le sais par le scouting. Et puis là, on va être privé aussi de Devin Booker pendant quelques temps. Du coup, Cam Reddish, bien évidemment, est titularisé. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut être impacté par cette blessure. C'est pas quand même une très bonne nouvelle, surtout au moment de jouer les Pelicans, Celtics. Difficile. D'ailleurs, vous voyez, ça s'est soldé par un certain nombre de défaites. Il y avait aussi Jazz, Denver 2 fois. Ce qui fait qu'en fait, sur cette blessure de Devin Booker, on va reculer au classement. Je trouve ça pas finalement si injuste ou illogique que ça. C'est tout à fait normal. On est quand même déjà qualifié pour les playoffs au bout de 70 matchs en compagnie du Thunder et des Pelicans qui se tirent la bourre du coup maintenant pour la première place tous les deux. Mais Suns semble assez loin maintenant de cette première place. Ça sera difficile. On va juste attendre un peu plus tard en mai que Devin Booker revienne et on va le réinsérer dans la rotation. Voilà, moi je sauvegarde mes rotations. En fait, comme ça, j'ai pas besoin de tout refaire quand je reviens à la rotation principale, disons. Je suis obligé de les retoucher, évidemment, quand j'ai un blessé, mais au moins je gagne du temps sur le fait de remettre la rotation de base.
Jalen Suggs est dans une bonne période. Il n'aura pas fait une année pourrie, mais c'est une année tout doux. Hein. Première année en NBA, sans non plus casser trois pattes à un canard. Mais on peut me dire, il y a des shooters autour, il y a des passeurs autour. Il y a aussi peut-être pas la place pour que Suggs puisse éclater au niveau des stats. Donc là, il s'était blessé un petit peu, je l'économise clairement. Je le réalignerai pour les playoffs. Pas question de se priver de lui, surtout qu'il n'a pas trop mal progressé sur l'année. On a des petites blessures quand même, hein, en cette fin de saison. J'ai des petites blessures, mais j'en ai quand même moins qu'aux Raptors, où ça avait été vraiment difficile. Et par contre, j'en ai plus qu'au Thunder, qui a été, à part Winslow ou un petit peu Kuminga, ou bon, au final, assez épargné, Thunder, par les blessures au cours de cette saison régulière. 52 et 27, ça reste un excellent bilan, hein. Et plutôt une troisième place là en ligne de mire, à moins que les Lakers nous repoussent à la quatrième. Donc ça va se jouer là dans les matchs à venir, dans les 3 derniers. Donc c'est pour ça qu'en fait je m'étais décidé à ce moment-là de jouer contre le Thunder, parce que j'étais impressionné par ce Thunder et je me demandais un petit peu qu'est-ce que ça donnait quand on jouait en face. Parce que je me disais, mais attends, ils sont si forts que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi est-ce qu'ils sont si forts? J'ai envie de le sentir manette en main et voir à quel point cette équipe peut être pénible à jouer. Donc on va voir si c'est le cas ou pas. Et donc c'est choc quand même de l'Ouest, hein, ici, avec quasi obligation de victoire pour Phoenix. Pokusevski, oui, il fait une très bonne saison. On n'est pas vraiment surpris parce que il était déjà top 3 scoreur de l'équipe la saison précédente. Donc on sait que cette année c'est encore meilleur. Cam Johnson dans une bonne passe. Et est-ce qu'on va réussir à donc bousculer, prendre la température de cette équipe? Alors, moi je vais appliquer mon plan de jeu habituel où on voit à ce stade-là des stats presque à l'avantage, très légèrement à l'avantage de Booker, mais c'est assez similaire en fait. Il y a un peu plus de passes pour Booker, il y a un peu plus de rebonds pour Shai. C'est deux phénomènes qui sont un petit peu similaires, même si Booker est un petit peu plus âgé que Gilgeous-Alexander. Donc, manette en main, il faut sentir quel est le comportement en défense. Vous voyez, créer mismatch. Chris Paul qui va comme ça chercher le corner. Sans lancer de système, juste par le déplacement des joueurs, on a comme ça des choses intéressantes. On a aussi des problèmes en défense à contenir les inspirations des uns ou des autres. Là, ici, c'était Malédon qui, honnêtement, nous a fait du mal. Pokusevski contré et recontré. Le deuxième, c'était Marcel Arceau, hein, semble-t-il. Mais le premier, c'était DeAndre Ayton qui termine l'action. Donc voilà, type d'action qu'on aime bien quand l'intérieur a été fort sous son cercle pour protéger et se retrouve à conclure la contre-attaque. Ça c'est un petit scénario sympathique pour lui. On conteste, mais Shai Gilgeous-Alexander c'est très 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 fort. Mais avec la main dans le visage, il trouve la solution. Reddish pour J.J. Redick, Pam qui artille. Début du match plutôt à l'avantage des Suns. Attention quand même parce que rien n'est fait pour autant. Vous voyez, même en shoot contesté sur des actions un peu difficiles, Shai Gilgeous-Alexander il est vraiment fort. Donc voilà, ça augure bien pour les playoffs tout ça, hein, parce que ça veut dire qu'il va y avoir des possibilités. Ici c'est Cameron Johnson qui dévisse. La défense était bonne. J'ai remarqué que ça suit pas mal en défense du côté du Thunder. Je suis pas trop surpris. On verra après les defensive ratings, offensive ratings, etc. De la saison, équipe par équipe. Et on constatera que oui, c'est pas une surprise. Ce Thunder est une excellente défense. En même temps, il était un peu construit pour ça, hein. Là où les Suns ne sont pas une top défense, c'est moyen, on va dire. Average, je me souviens plus, mais je crois que c'est aux alentours de la 12e ou 13e place au niveau du defensive rating. En revanche, offensivement, ça fait le boulot.
Donc deux conceptions un peu différentes de construction d'équipe. Une première mi-temps qui aura quand même vu une certaine domination par moment des intérieurs de Phoenix. En même temps, Ayton, il domine un peu tout le monde dans cette saison, puisqu'il fait une saison statistique qui est juste monstrueuse. Et c'est le talent de Gilgeous-Alexander qui, en première mi-temps, aura vraiment permis au Thunder de ne pas couler. Voilà. Donc ensuite, voilà, Dunn pour, encore une fois, Shai. Donc c'est que des actions qui sont, en fait, que moi, j'oserais même pas tenter. Mais l'IA, on sait, peut avoir comme ça cette insolence de nous planter de très jolies actions. Bon, celle-là, en l'occurrence, on aurait pu le faire. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Balle pour un shooter qui sort. C'est Malédon. Donc, ouais, j'aime bien même leur manière de jouer quand on joue contre eux. Donc, vous voyez, bon, vous allez me dire, je suis pas objectif. Je suis amoureux. mais franchement, je trouve ça super sympa. Après, est-ce qu'ils arrivent vraiment à contrer nos pick and roll? Alors ça, c'est un sujet à part entière dans le jeu. Écoutez, plus ça avance, plus je trouve que la défense du pick and roll est quand même plus que contestable par l'IA. Je ne l'ai pas découvert aujourd'hui ni hier, hein, mais je trouve quand même que c'est limite un peu trop facile de retrouver le poseur d'écran, par exemple, de retrouver le poseur d'écran, ou bien trop facile pour le meneur d'aller pénétrer, d'aller scorer sur sa pénétration. Ah oui, alors là, franchement, j'ai cru qu'il allait le mettre, Shai Gilgeous-Alexander, mais c'est pas le cas. On va retrouver dans le corner Devin Booker. Alors ça, par contre, il rate pas. Hein. Dès qu'il est tout seul, qu'il a de l'avance sur le défenseur et qu'il est dans le corner, c'est dedans. Et là aussi, on se fait plaisir avec des petites actions. Là, c'était le petit pull-up à 2 points. Pull-up sont plus difficiles à rentrer pour moi à cause des notes, quoi, hein, en quelque sorte, du jeu et de la config. Donc, on se demande un peu pourquoi Winslow a hérité d'un lancer franc. Bah, si, c'est pour une faute sans ballon, mais du coup, on se retrouve à égalité alors qu'on pensait avoir peut-être ficelé ce match. Donc, dangereux. Balle à Winslow. Il reste 7, 6, 5. Shoot de Dunn. Ouf. On n'est pas malheureux. On n'est pas malheureux sur cette action. Parce qu'honnêtement, si Dunn le met, c'est quasiment pas fini. Mais en tout cas, mal barré pour nous. Et puis on a une action à jouer. Voilà. Chris Paul. Pour DeAndre Ayton. Voilà, qui va comme ça. En fait, Chris Paul, tellement fort que on n'a même pas le doute. Vous avez vu au tout début, là, des 7 secondes qui restaient, ou 6 secondes, j'ai même attendu un peu. Je me suis dit, tu laisses juste le temps pour un rebond et une claquette éventuellement. Mais même pas la peine d'attaquer tout de suite. Faut plus gérer l'horloge. Puis en fait, t'es presque sûr sur pick and roll d'aller retrouver ton intérieur, surtout quand c'est DeAndre Ayton. Donc vraiment, tiens, une mauvaise adresse à 3 points, on le notera. 1 sur 12, c'est pitoyable. Mais en même temps, moi, j'étais pas trop surpris, vu la qualité de la défense adverse. On n'arrive pas à trouver des bons shoots. Alors donc, on peut se dire que au moins la moitié déjà va être mieux contestée. Il y a les badges des défenseurs aussi qui peuvent jouer. Quand vous avez un défenseur très bien badgé, ça peut influer sur l'adresse. Puis après, il y a aussi un peu le fait du hasard, je dirais, qui fait que vous allez à des moments rentrer pas mal de shoots et à d'autres moments, vous allez moins les rentrer. Donc, carton de Gilgeous-Alexander, bon score de Malédon, victoire des Suns, peut-être du coup permet de sécuriser cette 3e place. Pourquoi est-ce que je tiens à cette 3e place? Parce que ça m'éviterait de rencontrer le Thunder en demi-finale de conf, éventuellement. Hein, vous voyez, donc là, à ce stade-là, bah ouais, c'est sécurisé. C'est sécurisé. On peut plus perdre 3 matchs. Donc, c'est réglé. Les Lakers resteront 4e. Et d'ailleurs, ça tombe bien, puisque les 2 matchs qui restent, c'est contre 2 équipes de LA. Alors, il y a les Clippers comme ça qui vont nous battre. Peu importe, j'ai envie de dire. Et le tout dernier match
sera une victoire. On va le voir très subrepticement, parce qu'après ça part direct sur les MVP et compagnie là. Ça va être une victoire face aux Lakers. Attention, ça va vite. Ça va très très vite. Est-ce que ça peut marcher? Pas évident, des fois voilà, vous voyez, on l'a même pas vu. Allez, quand c'est le tout dernier match, en fait, ça enchaîne direct sur les récompenses. Donc, Trae Young, 35 points, 11 passes, 44% à 3 points. Enfin, bon, on est sur du mutant de l'espace cosmique. KD Cunningham, Rookie of the Year, qui est surpris, honnêtement. Qui est surpris par ça? Tyrese Haliburton, meilleure progression. Non, sixième homme, ça va. Sixième homme, ça va. Mais j'allais dire meilleure progression, normalement, on donne pas un sophomore. Mais bon, en général, disons. Le Defensive Player of the Year, c'est Anthony Davis. Et Lonnie Walker se retrouve Most Improved Player. Et Stan Van Gundy pour les Pelicans, 56 et 26. J'ai envie de dire waouh. Après, c'est un peu mal payé pour le coach du Thunder. Hein. Parce que sur cette saison-là, qu'il soit pas coach de l'année en étant premier, je crois premier de toute la ligue. Ouais, c'est vraiment mal payé, mais bon, bref. Ok, pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas. Donc, qu'est-ce qui va suivre? Des playoffs. Hein. Donc, dans le prochain épisode, je proposerai les playoffs en intégralité. Ça va durer un peu longtemps. Je l'ai presque fini. Ça fait, je crois que ça fait 1h15. Tellement il se passait des trucs. Et tellement certains matchs ont été hyper serrés, quoi. James Harden est aussi All-NBA, mais second team. Russ West, ça fait plaisir, parce que le pauvre, il est dans un moment difficile de sa carrière, IRL. Puis après, pour les defensive All-Team, Matisse Thybulle nous fait plaisir. Dejounte Murray aussi. Ouais, moi, j'aime bien les défenseurs morts de faim, mais vous le savez, hein, je suis un petit peu récurrent sur ce registre-là. J'adore des types comme ça. Et puis Chris Paul, quand même, hein, il est présent. Alors après, au niveau des rookies, honnêtement, la classe de draft, elle est sûrement pas mauvaise, hein, mais on peut pas dire qu'à part KD Cunningham ou le petit Reggie Perry, peut-être, j'ai réellement vu des gens s'illustrer parmi les rookies 2021. Mais peut-être que ça peut venir l'année suivante aussi, hein, parce qu'ils vont se développer. Voici le tableau des playoffs. Alors, OKC va jouer contre les Wolves. Mais ça, on le sait déjà normalement depuis la fin de l'épisode précédent. Choc de LA. Phoenix va devoir jouer contre Denver. Et ça, honnêtement, c'est pas cadeau. En dessous, il y a un petit New Orleans contre Golden State qui est incertain, sauf si Zion décide de tout éclater. Et en face, il y a du Brooklyn-Washington, Cleveland-Boston. Cleveland qui a terminé devant Boston. Hein. Atlanta-Toronto. Honnêtement, c'est tendu tout ça. Même Toronto peut avoir de la difficulté face à Atlanta. Miami contre les Bucks qui sont 7e. Donc, il peut y avoir de l'upset à fond les ballons dès le premier tour à l'Est. Pour ce qui est de l'Ouest, il y a ce choc de LA. Mais sinon, on l'espère en tout cas qu'il y ait une certaine logique qui soit respectée. Donc voilà, à l'Est, notamment, vous voyez pas les Sixers, quoi. Ils sont pas là. Donc ils se sont fait éjecter des playoffs à la toute fin, en fait. Ça se joue à deux matchs de différence. Donc assez dramatique de voir les Sixers pas en playoff une deuxième année. Et pourtant, je suis allé voir, il n'y a pas eu de blessures, tout ça. Donc très mauvaise limonade pour eux. Les temps de jeu ne nous surprennent pas. On est au-dessus des 28 minutes pour les deux qui jouent moins et 32-34 minutes pour les 3 stars. Ensuite, les stats me paraissent très très bonnes. Les 28 points de Booker en moyenne, là, c'est génial. Ayton aura fait un boulot aussi vraiment monstrueux. Il n'y a pas grand-chose à redire. Peut-être espérer pour Booker marquer encore un peu plus. On verra. On verra, ça dépendra un peu de la répartition l'année prochaine, mais 23 et 15 avec
avec plus de 2 blocs par match, donc pas mal le Ayton. Hein. Reddish aura fait son taf. Peut-être J.J. Redick, un poil en perte de vitesse, sous-exploitation par moment de Michael Bridges et de Jay Crowder, mais en même temps, bon ben voilà, le ballon, il y en a qu'un, hein, donc ça finit un peu en dessous des 10 points là pour Crowder, ainsi que pour Jalen Smith, qui moi je trouve fait un super boulot, excellent backup, Jalen Smith. Excellent backup de DeAndre Ayton au poste 5, même si Jalen Smith là est référencé poste 4-5, mais moi vraiment je le trouve excellent. Il a toutes les qualités que j'aime pour un backup comme ça au poste 5. Tout le monde shoot. En plus, tout le monde shoot à 3 points, donc on peut vraiment écarter la défense. C'est pas mal. 42% à 3 points pour Booker. Ayton, c'est pas significatif. Paul à 37%. Bridges 33%. Vous voyez, c'est pas terrible. Cam Johnson 34% aussi. C'est peut-être pas assez en fait. Peut-être pas assez. Et au niveau du plus-minus, bah ouais, Booker, Paul, Trust, ils sont à la tête d'un excellent bilan sur 82 matchs. Bon, les autres c'est pas mal aussi d'être en positif. Hein. Et puis sinon, au niveau des remplaçants, ben on s'apercevra que, encore une fois, Jay Crowder prouve que quand il est sur le parquet, ben honnêtement, ça favorise vraiment l'équipe. Et les autres sont autour des zéros, légèrement positifs ou bien légèrement négatifs pour Suggs. Bon, là, il n'y a pas une surinterprétation à faire, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc sur la ligue, évidemment, premier Thunder, deuxième Nets, etc., etc. Mais moi, ce que j'aime bien surtout, c'est regarder les offensive rating et defensive rating. Donc quand on voit les Raptors 27e, on va le voir juste après, on a tout compris du fiasco de cette année pour eux. Thunder 9e, ok. Suns 6e, moi ça me paraît pas mal. Et après, je voudrais quand même signaler que Nets, Hawks et Pelicans qui ont un niveau qui est proche des 120, donc c'est des points marqués pour 100 possessions, hein, d'accord. Donc 120, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est des équipes qui sont presque indéfendables. Hein. Oui, on s'aperçoit aussi que Rockets, Spurs et Pistons sont encore pires que les Raptors offensivement. On va dire, la majorité des équipes qui sont faibles offensivement, là, sur cette saison, on les retrouve un peu au fond des classements. À part les Raptors qui sont quand même en playoff. Lakers aussi, très faibles à 25e, hein, honnêtement, c'est un peu pourri pour eux. Et puis sinon, défensivement, bah oui, meilleure défense NBA, Thunder. Est-ce qu'on est surpris? Pas vraiment. Raptors, ils s'en sortent juste grâce à ça. Et après, des équipes qu'on aurait identifiées sans problème, Heat, Clippers, Bucks, Lakers, avec aussi les Suns qui ont des progrès à faire de ce côté-là. Donc c'est, à mon avis, à l'intersaison, c'est un peu dans cette idée que j'irai comme ça essayer de compléter mon effectif. On verra si Redick prend sa retraite ou pas, parce que apparemment j'ai vu un message sur son profil qui indique qu'il voudrait la prendre. Bon, à voir. À voir donc, à suivre. Les playoffs, bye bye.